Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre émission Ilm Hadara, Science et Civilisation. Aujourd'hui, nous sommes avec une très grande personne, Madame Houria Bennis. Bonjour. Bonjour Ali. Nous Bonjour allons cher ami. avec vous voyager ensemble autour de la philosophie et des mathématiques, la philosophie des mathématiques, mais la philosophie aussi tout de même en général, et peut-être aussi les mathématiques en général. Madame Houria Bennis, je suis très heureux qu'on ait pu trouver un moment où on peut précisément vous entendre. Vous êtes très rare comme voix au Maroc, et je le dis avec émotion, parce que véritablement vous avez une voix qui compte beaucoup. Vous êtes marocaine, établie en France depuis longtemps. Vous êtes au CNRS. Mais avant de parler de votre travail, on va justement faire plus connaissance avec vous. Madame Houria Bennis, vous êtes née dans ce pays. Bien sûr, je suis née à Casablanca D'accord. et ça ne peut pas s'oublier. Non. Et vous avez grandi ici, je crois, jusqu'à votre baccalauréat. Tout à fait. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Casablanca. Il se trouve que j'aimais bien l'étude et que j'étais extrêmement curieuse. Alors j'ai eu envie de préparer l'école normale supérieure et à l'époque, la préparation pour le littéraire n'existait pas à Casablanca. C'est ce qui m'a emmenée à Paris. Voilà. Et donc à un moment où, disons-le, très peu de filles marocaines avaient accès à la possibilité d'aller en France faire des études, aujourd'hui c'est beaucoup plus fréquent. Alors vous avez choisi cette petite niche, l'école normale supérieure. À l'époque de jeunes filles, c'était pas mixte, Tout à fait. Sèvres, et que vous avez préparé classe préparatoire, et vous avez été précisément normalienne. Une fois à l'école, est-ce que c'est à ce moment-là où vous avez, comme on dit, intégré une grande école en philosophie que vous vous êtes dit, les mathématiques, je veux voir à quoi ça ressemble, ou c'est venu un petit peu après? Non, pas du tout. En fait, quand j'étais au lycée de jeunes filles de Casablanca, j'étais aussi bonne en maths qu'en littérature, disons. En fait, à l'origine, je ne connaissais pas la philosophie. Donc la philosophie s'est greffée sur ma curiosité pour les mathématiques et sur ma connaissance de la littérature essentiellement française à l'époque, un petit peu arabe, mais je dois dire malheureusement très peu. Et donc voilà, c'est une greffe. Mais les mathématiques m'avaient toujours intéressée, moi, je vais dire une banalité, par leur rigueur démonstrative. C'est ça. Et elle partage avec la philosophie l'abstraction, l'accès à l'abstraction. C'est vrai, voilà, c'est-à-dire que il faut quand même un petit peu penser à l'expérience, qu'elle soit commune ou qu'elle soit, disons, plus expérimentale, quoi. Mais c'est essentiellement des processus intellectuels abstraits. C'est cela. Et donc, c'est intéressant que vous ayez parlé de greffe. En réalité, c'était d'abord l'inscription dans le langage littéraire qui fut Tout une à fait. motivation première. Oui, écoutez, enfin, il y avait à l'origine une curiosité assez large et une curiosité géographique et une curiosité pour ce que je n'avais pas à portée de main. C'est-à-dire, je voulais voir comment ça se passait ailleurs. Et donc, voilà. Et il y avait aussi une inscription, effectivement, dans l'amour pour le mot juste, pour le langage. Oui. Et Bien, la suite va montrer que vous avez exploré plusieurs langages, dont les langages formels, le langage de la philosophie, les langages formels de la logique. Mais il est vrai, c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que le projet d'étude était quand même lié aussi à un déplacement géographique, à la découverte de comment font les autres, en quelque sorte. exactement. Comment c'est ailleurs et comment fait autrui, puisque ce que
la culture, même si j'étais dans un lycée où je pratiquais la langue française, la culture européenne était ce que je ne connaissais pas et ce que je voulais connaître parce que c'était l'autre. Oui, c'est cela. Et alors, une fois, ben, vous avez été gâté parce que sur place là-bas, effectivement, dans ce milieu Voilà. où vous avez eu de très très bons professeurs, et après on est dans le bain des études, des bibliothèques, tout est Bah, accessible tout de vous même. connaissez très bien cela. Mais ces études, ce moment d'études est un moment privilégié où entre 18 et 25 ans, on engrange de la connaissance et que vous avez utilisé à plusieurs fois le mot curiosité. Je crois que c'est un mot très noble pour tout ce qui est lié euh, à aux qualités intrinsèques de l'esprit. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est un trait absolument fondamental pour toujours explorer ce qu'on ne connaît pas. Parce que sinon, si on n'a pas de curiosité, on ne peut pas élargir sa focale. C'est cela. Alors, à propos d'élargissement de la focale, vous voilà maintenant tout de même en philosophie bien plus qu'en lettres, une fois que, comme vous dites, la greffe a pris. Et en philosophie, je reprends ma question de tout à l'heure, à quel moment la combinaison avec les mathématiques s'est faite? En fait, comme beaucoup de choses dans la vie, c'était un peu une contingence. C'est-à-dire qu'à l'époque où moi je préparais l'agrégation de philosophie, il était nécessaire en France à cette époque-là d'avoir au préalable un certificat de sciences. Et là, j'ai renoué avec mon amour, enfin ma curiosité pour les mathématiques. Je me suis remise à faire des maths en allant à la fac et en étant une étudiante en maths pendant que j'enseignais en philo. Et là, j'ai fait la connexion entre mathématiques et philosophie, mais à propos d'un concept assez central, à la fois en philo et en mathématiques, qui est le concept d'infini. Ah oui, c'est cela. Effectivement, le mot infini intéresse aussi bien les mathématiciens que les philosophes. Et souvent dans cette émission, les scientifiques, les chercheurs me parlent de rencontres qui ont en quelque sorte permis des déclics. Et je sais que pour vous, il y a deux figures au début, mais peut-être qu'il y en a d'autres, qui ont été importantes dans votre parcours, un certain logicien du nom de Martin et un certain philosophe médecin du nom de Canguilhem. C'est vrai, en France c'était ça, effectivement, parce que de toute façon j'étais étrangère, j'étais marocaine, je ne savais pas trop comment m'orienter, et eux ils m'ont orienté à ma place en somme, ils Oui, m'ont guidée. Et ça m'a facilité évidemment beaucoup de choses. Et j'ai admiré la sobriété de Roger Martin. Et j'ai beaucoup aimé l'espèce de d'ironie, de self-ironie de Canguilhem, dont j'ai suivi le cours à la Sorbonne, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, mais qui était le président du jury de l'agrégation que j'ai passé. Et du coup, lui, il a pu faire aussi connaissance avec ce que je pouvais écrire ou ce que je pouvais raconter ah, à oui, c'est l'époque. cela. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, donc les rencontres sont tout de même importantes, mais aussi, si vous me permettez l'expression, compte tenu de ce que vous avez déjà dit, vous aviez aussi votre propre oxygène, c'est-à-dire que vous aviez déjà, vous étiez animé de cette curiosité. Bon, il y a des personnes que l'on rencontre, et alors, après, vous avez souligné un point important. On est étranger en France, on n'a pas tous les papiers qu'il faut, et malheureusement les choses sont encore plus difficiles aujourd'hui, donc les postes ne sont pas si faciles, etc. Mais vous avez été très vite chargé de cours à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, puis vous avez fait le pas d'une candidature au Centre national de recherche scientifique, le CNRS. Tout cela s'est passé dans des turbulences administratives. C'est vrai, il y a eu beaucoup de turbulences et j'en suis fière a posteriori. En réalité, j'étais candidate nulle part, mais mes guides me disaient il faut faire ceci, il faut candidater là, il faut faire.
Et je suivais ce qu'on me disait de faire et ça marchait. Et donc en fait, je peux dire que j'ai eu des postes pour lesquels je n'ai jamais été candidate. Ça, c'est magnifique, Oui, c'est magnifique. Mais il est vrai que tout de même, bon, on voyait tout de suite la puissance de vos réflexions, sinon bien évidemment tout cela n'aurait pas eu lieu. Et une fois dans cette situation qui finalement est une situation confortable pour le chercheur, d'être dans un centre de recherche, vous avez pu déployer, maintenant on va arriver au cœur même de votre recherche, après avoir fait connaissance avec vous, c'est le second moment de l'émission, votre recherche à proprement parler. Donc vous avez prononcé le mot d'infini tout à l'heure, et donc vous vous êtes intéressé à, je vais le dire, mais vous allez peut-être me corriger, au système formel du début du XXe siècle et de leur, comment dirais-je, de leur connexion peut-être avec la notion d'infini? tout à fait, absolument, puisque je me suis tout de suite intéressée à la théorie des ensembles, la- les ensembles infinis, et je voulais savoir comment ça fonctionnait, parce qu'en fait, dans ma curiosité naïve, je découvrais que les mathématiques donnaient une solution à la question de l'infini. Donc je voulais savoir comment ça se passait. C'est ainsi que j'ai été amenée à regarder les œuvres de Cantor, les œuvres de Richard Dedekind, et cela m'a conduit de la théorie des ensembles à la théorie des modèles. Et donc j'étais embarquée en réalité. Voilà, j'étais embarquée et je me suis laissée faire là par les connaissances. Alors, vous avez prononcé effectivement deux noms importants, Cantor et ses infinis, qui sont nombreux, si je puis dire. Dedekind que vous avez publié, traduit et publié. Et il y a cette grande figure allemande qui est Hilbert, qui vient bien après, et qui, lui, alors, dans cette première partie naissante de la théorie des ensembles et des infinis, arrive à une autre forme de systématicité, peut-être relative. Vous allez me dire en quoi elle est à la fois systématique et à la fois relative. Alors, Hilbert était très impressionné par les essais de Dedekind sur les nombres. Et, et donc, et ensuite, il a voulu théoriser ce qu'était, comment dirais-je, l'axiomatique, c'est-à-dire donner une assise quasi philosophique, mais complètement mathématique, à l'axiomatique, qui est une méthode mathématique. Mais il a voulu en faire un fondement pour les mathématiques. Et dans cette optique, il a créé la première forme de ce qu'on appelle, encore maintenant peut-être, la métamathématique, c'est-à-dire réflexion sur les mathématiques. Et où, pour Hilbert, théorie de la démonstration, c'est-à-dire au lieu de s'intéresser au calcul en général, on va faire de la démonstration un objet mathématique. Et donc c'est un grand pas, justement, métamathématique. Et donc ensuite, cela a été élargi par un grand logicien d'origine polonaise qui s'appelle Tarski, et qui a pu voir, qui a pu, comment dirais-je, montrer le côté sémantique de cette structure formelle. C'est cela. Et je reprends une de vos expressions. Ces deux grandes figures, David Hilbert et Alfred Tarski, ont fait de la métamathématique une mathématique ordinaire. Absolument. C'est-à-dire qu'ils ont inscrit dans les mathématiques Absolument. le raisonnement mathématique qui devient de la mathématique. Absolument. La réflexion sur les mathématiques devient de la mathématique. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas si partagé que cela. Et les gens continuent à penser que les mathématiques, c'est de l'opérationnel, du calcul, et non pas toute cette phase de raisonnement, peut-être en amont, ou en tous les cas accompagnant le calcul, mais qui est tout aussi importante comme mathématique. Mais tout à fait, vous avez complètement raison, c'est absolument cela. C'est-à-dire, il faut transformer, en somme, c'est un peu, comment dirais-je, réaliser le rêve de Leibniz, c'est-à-dire substituer le calcul à la pensée, transformer la pensée en calcul. La mathématique, c'est exactement ça, c'est transformer la pensée en calcul. Ou, comme vous dites, c'est plus juste de dire accompagner le calcul. Voilà, parce que je dis cela parce qu'aujourd'hui,
il y a, vous savez, toute cette emprise, je pèse mes mots, de l'intelligence artificielle avec l'idée que tout est résolution de problèmes sous forme de calcul. Et quand je vous entends, je me dis qu'en dehors du calcul, il y a le raisonnement et qu'il y a un respect pour les mathématiques qui va au-delà de l'opérationnel. Ah, tout à fait, tout à fait. Si vous prenez des grands mathématiciens, même assez contemporains, je vais citer quelqu'un qui est très connu des mathématiciens, Grothendieck, c'est quand même pas seulement du calcul, c'est essentiellement de la théorie. C'est-à-dire, le calcul repose sur de la théorie, on l'oublie. Les algorithmes, ils sont pas nés, ils sont pas tombés du ciel directement en calcul. Ils sont appuyés sur une théorie logique. Sans logique, il n'y a pas de calcul. Je veux dire de calcul algorithmique. C'est cela. Sans logique, il y a pas, c'est même les fondements de l'informatique, au sens où véritablement ce qui fédère l'informatique, c'est quand même de la logique. Absolument, absolument. C'est ce très très important. Je suis content qu'on puisse dire cela et vous évoquez Grothendieck dans une des émissions qui est passée. Nous lui avons rendu hommage à travers justement toute son implication dans la résolution des problèmes de l'analyse. Vous, en mathématiques, c'est plutôt algèbre et logique. Euh, L'analyse fonctionnelle aussi, je ne sais pas. C'est vrai, j'ai commencé par l'analyse, oui, l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'analyse classique, qui a été développée essentiellement en France au début du 19e siècle, qui a été ensuite, bon, ça c'est un point d'histoire que certains n'aimeraient pas que je dise, mais je veux le dire, les Allemands ont appris l'analyse dans les manuels français, mais après ils sont allés beaucoup plus loin. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est la connexion qui va de l'analyse jusqu'à la théorie de modèle en passant par l'algèbre. C'est cela. Vous avez prononcé 2 fois le terme de modèle. Vous avez écrit un très bel ouvrage qui s'intitule Corps et modèles, les corps algébriques et les modèles, on va dire, logiques, les modèles sémantiques, les modèles d'interprétation. Quand on dit modèle, aujourd'hui, on parle plus de modélisation que de modèle, mais je crois qu'il est important d'abord de penser que derrière la modélisation, il y a des modèles qui interprètent des syntaxes, c'est cela? Exactement, exactement. Les modèles, c'est justement montrer le caractère sémantique des théories formelles, c'est-à-dire pour concrètement savoir si une théorie formelle marche ou marche pas, si on arrive à en construire un modèle concret, par exemple dans l'analyse ou dans l'algèbre commune, alors elle est cohérente. C'est cela. Alors, Pour que le nombre 2 puisse quand même s'appliquer à 2 chaises, par si je exemple. puis dire. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. Tout à fait. Non pas qu'on arrive au nombre 2 par les chaises, c'est pas possible cela, mais tout de même il y a une interprétation Tout à qui est fait. faite de signes ou de symboles, Tout à fait. même de l'informatique. On dit souvent c'est des syntaxes aveugles, mais derrière il y a des modèles qui Ah nous oui. disent de quoi il s'agit. Absolument, absolument. Alors, bien sûr, modèle a deux sens. Il y a modéliser et puis il y a interpréter. Voilà, Et pour la théorie des modèles, c'est interpréter, voilà. c'est pas modéliser. C'est-à-dire, c'est donner une interprétation concrète d'un système formel. Alors, une interprétation qui peut être de l'analyse ou de l'algèbre ou toute autre théorie mathématique courante connue depuis Euclide. Tandis que modéliser, c'est tout à fait autre chose. C'est concevoir un système d'équations qui permet de résoudre de manière calculatoire un problème qui peut être posé par l'expérience physique. Oui, ou par différents domaines, Oui, que ce soit la chimie, la biologie. exactement. On modélise pour beaucoup de domaines. Tout à fait, complètement. C'est cela. Alors, on vous écoute et on est emporté dans complètement fasciné par l'idée qu'effectivement tout cela, c'est et des mathématiques et de la philosophie. C'est-à-dire plus on va dans l'historicité, la réflexivité mathématique, le raisonnement mathématique, eh bien c'est une philosophie qui se déploie. Et elle n'est pas à côté. C'est très très important. Cela ne vous a pas empêché d'aller vers des grandes figures philosophiques que vous avez associées à votre projet. J'en cite 2 majeures qui ont véritablement été au rendez-vous de vos œuvres. La grande figure de Spinoza
et la grande figure de Cavaillès. Mais commençons peut-être par le contemporain Cavaillès. Cavaillès, en fait, j'en ai eu l'inspiration à l'Institut d'histoire et philosophie des sciences auquel j'appartenais. Et je me suis accrochée à lui parce que je ne le comprenais pas. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai absolument rien compris. Et moi, quand je ne comprends pas, j'ai envie de comprendre. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée à lui. Et C'est puis une excellente méthode, il faut continuer. Voilà. On dit qu'Avicenne a lu 40 fois la métaphysique d'Aristote pour la comprendre, et il faut reprendre. Il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. Et je me suis aperçue quand j'ai commencé à le comprendre, d'abord je me suis aperçue qu'il fallait avoir des mathématiques pour le comprendre. Heureusement, j'avais cette formation, en tout cas j'étais en train de la performer. Et d'autre part, je me suis aperçue qu'il avait une grande acuité d'esprit, et il comprenait les choses, à mon avis, avant beaucoup de gens, avant beaucoup de personnes. Il a compris ce que c'était, moi je dirais, et je pense, il a compris ce que c'était le bourbakisme avant Bourbaki. Oui. D'abord, il a fréquenté les bourbakistes, mais il n'avait pas besoin d'eux. Alors, un petit mot sur Bourbaki, qui est une association. Alors, Bourbaki est une équipe à l'origine, voilà. une équipe de mathématiciens qui ont décidé de travailler ensemble, en communauté. Ça, c'était une chose importante, travailler en collectivement, et qui ont décidé de publier un traité de mathématiques. Alors, ils ont commencé par l'analyse, la topologie, l'algèbre, etc., pour couvrir l'ensemble des connaissances mathématiques à leur époque. Ils ont eu une grande influence en France, qui ensuite a été décriée. Mais moi, ce que j'ai découvert, parce que je me suis beaucoup intéressée à l'école algébrique allemande sous la houlette de Hilbert que vous avez cité, c'est qu'en fait tout ça venait de l'université de Göttingen en Allemagne. Ah oui, c'est cela. Oui. Le socle allemand de cette philosophie des mathématiques, de ces mathématiques elles-mêmes. Alors, Je m'excuse de vous interrompre, je voudrais signaler à ce propos qu'en fait, au XIXe siècle, les mathématiques et la philosophie, l'université allemande était organisée de telle sorte que les mathématiques et la philosophie appartenaient au même département. Ça, c'est très important. Alors, il n'y avait que la médecine qui était indépendante, d'une part, et d'autre part, le droit. Et tout le reste était ensemble. Et donc, les mathématiques étaient avec la philosophie n'était pas étrangère aux mathématiciens, et réciproquement. Et ça, c'est tout à fait différent de la séparation des disciplines en France. Et par exemple, puisque je l'ai cité tout à l'heure, quelqu'un comme Dedekind, eh bien, vous allez être étonné, il n'ignorait pas un philosophe, à peu près de son époque, un petit peu avant quand même, puisqu'il est mort en 1831, Hegel. Ah oui, c'est cela. Effectivement, et moi, souvent, quand on me dit le philosophe d'Iéna, de la grande ville d'Iéna, Hegel, je dis oui, il y en a un autre qui s'appelle Frege. Et Frege a vécu 44 ans à Iéna. Effectivement, lui aussi était imbibé de philosophie. Et vous avez tout à fait raison de rappeler les contingences institutionnelles qui décident du destin des disciplines. Et effectivement, le divorce, malheureusement, fait entre ces deux pratiques de la pensée si voisines, les mathématiques et la philosophie. Alors, Cavaillès, nous y revenons. Donc, pour vous, très inspiré de cette école de Göttingen, tout à fait, écrivant dans un français superbe, ayant le pauvre une vie très limitée en raison de la guerre, fusillé pour le fait qu'il ait résisté au nazisme. Et vous voilà le lisant et le relisant jusqu'à essayer de ce que j'ai lu de vous le concernant, l'expérience mathématique est un mélange de nécessité et de contingence. Absolument, absolument. Quelquefois, on croit que Cavaillès a plaidé pour la nécessité. Il s'est posé la question entre contingence et nécessité. Évidemment, inspiré par Spinoza, il était tenté de voir de la nécessité partout, d'ailleurs de la nécessité mathématique. Mais néanmoins, ayant l'expérience de la vie, malheureusement pour lui, ou heureusement, je ne sais pas, il connaissait le poids des contingences. Et donc, c'était une question pour lui existentielle. Donc, les mathématiques pouvaient illustrer
dans la démonstration, dans le concept de démonstration, dans la pratique de la démonstration, la nécessité déductive. Mais ce n'est pas une nécessité universelle, comme l'a pensé Spinoza. Ce n'est pas une nécessité naturelle. Ce qui est naturel, c'est la contingence, à mon avis en tout cas. Oui, c'est cela, bien distinguer entre l'ordre naturel et l'ordre de la chaîne déductive, Absolument. qui est une chaîne symbolique et le symbole contraint bien plus que la nature. Absolument, je suis complètement d'accord, bien sûr. Et alors vous avez effectivement évoqué Spinoza et on comprend bien la chaîne que vous faites entre Spinoza et Cavaillès. Un mot pour finir sur cette figure de Hegel que vous avez soulevée. Je sais que pendant longtemps, Hegel en France était associé à un idéalisme débridé et vous, en raison de ce que vous avez rappelé de l'institution allemande du couplage mathématique-philosophie, vous dites qu'à y regarder de près, c'est une pratique de la pensée tout à fait rigoureuse et intéressante. Oui, d'abord, ce que souvent on ne rappelle pas, c'est que Hegel, contrairement à ce que d'aucuns pensent, il avait une bonne connaissance des sciences, des mathématiques, du calcul infinitésimal, de la chimie, des sciences biologiques. Et il faudrait signaler que, par exemple, il a introduit en philosophie le concept de causalité circulaire et rétroactive. Il l'a pris où? La biologie. Et donc, il n'était pas du tout ignorant des sciences. Évidemment, il avait un langage complexe, difficile, même en allemand. Pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, vous savez, l'Allemagne, ce n'est pas comme la France, ce n'est pas un vieux pays. Voilà. La langue allemande, elle s'est constituée surtout à partir du XVIIIe siècle et au XIXe, elle était encore, comment dirais-je, non pas en formation, mais en approfondissement. La preuve d'ailleurs, c'est que il y avait s'est développé la linguistique, la philologie, toutes ces disciplines linguistiques importantes en Allemagne. Et en fait, il semble, c'est pas moi qui le dis, et c'est les gens qui connaissent beaucoup mieux que moi la langue allemande, c'est que Hegel se battait avec la langue. Et comme il partait de Kant, mais en même temps, il voulait pas reprendre Kant. Oui. Donc il fallait trouver d'abord un autre langage. Et c'est dans ce langage qu'il fallait incarner sa pensée. Et donc c'était une bataille avec la langue, et c'est ce qui fait sa difficulté. Mais c'était pas. C'est quelqu'un de difficile, mais ce n'est pas quelqu'un de débridé. Voilà, d'abscon. Et vous voyez, on arrive au terme de l'émission et le fil de cette émission, c'est le langage, dans sa difficulté, dans sa rudesse, dans sa technicité, dans ses obstacles, mais tout de même la pérennité des sciences, des mathématiques et de la philosophie repose sur le respect de la technicité. Et cette technicité, il faut l'honorer absolument. Et peut-être ce pourquoi vous étiez si curieuse dès le premier jour. Peut-être, et aussi l'exactitude. Bien sûr. L'exactitude du langage. Oui. L'exactitude du langage. Ne pas employer un mot pour un autre. Ne pas employer une expression qui veut dire autre chose. Et détecter la plurisignification. Plurivocité. Séparer, oui, exactement. Tout cela, c'est dans le langage, c'est dans la langue que ça se passe. Et dans la comparaison des langages. Oui, exactement. Merci. Le fondement. Merci beaucoup de votre passage dans l'émission. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Aurélie. Je suis très, très honorée par votre invitation et votre, comment dirais-je, votre appel. Merci beaucoup. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.